Explorer la nature, c'est aussi la partager. Avec la Columbia Hike Society, rejoignez une communauté de passionnés pour des randonnées gratuites et encadrées, accessibles à tous. Des montagnes aux sentiers côtiers, chaque sortie est l'occasion de découvrir de nouveaux horizons et de vivre des moments inoubliables en pleine nature. Inscrivez-vous à l'une des aventures sur columbia.com. Columbia est fière d'accompagner le podcast Les Baladeurs. Les Baladeurs. Récits d'aventure et de mésaventures en pleine nature. Un podcast du média Les Others. Rendez-vous sur notre site lesothers.com, lesothers.com, pour découvrir notre magazine papier, la carte méthode recto verso pour organiser vos aventures en France et en Europe, et tous nos autres formats. Le ski de pente raide est une discipline extrême à la croisée de l'alpinisme et du ski de randonnée. Elle pousse les skieurs à s'engager sur des faces vierges et inclinées à plus de 45 degrés, où chaque erreur peut être fatale. Plus qu'un sport, pour Aurélien Lardy, c'est un langage, une ivresse vertigineuse, une manière d'habiter la montagne. Formé au ski alpin depuis ses 6 ans, ce chamoniard s'est peu à peu détourné des pistes balisées, troquant les télésièges et les piquets de slalom pour la liberté des montagnes reculées. Il a appris à lire leurs couloirs glacés, leurs arêtes acérées et leur neige instable. Cette passion l'a progressivement conduit vers des pentes toujours plus raides, des sommets toujours plus hauts, en France, au Kyrgyzstan ou en Patagonie. Au printemps 2023, Aurélien s'est lancé avec 3 compagnons dans l'expédition la plus engagée de sa carrière. Parcourir 500 km en totale autonomie à travers les terres sauvages d'Alaska. Pendant 50 jours, ils ont prévu de traverser des rivières gelées, de skier sur des versants escarpés et de gravir des sommets mythiques. Le tout en tirant des pulkas de plus de 100 kg depuis l'intérieur des terres, avec l'océan en ligne de mire. Dès le 9e jour, ils vont entamer le premier défi majeur de cette expédition, l'ascension du Denali, ce géant glacé d'Amérique du Nord qui culmine à 6190 mètres d'altitude et figure parmi les célèbres Seven Summits, les plus hauts sommets de chaque continent. Pour ceux qui atteignent son sommet ski au pied, la montagne promet une récompense rare, la plus grande descente verticale du monde. Mais le Denali reste un sommet isolé, redouté et exigeant, dont l'approche réclame des jours d'effort, une vigilance constante et la capacité à faire face à l'inattendu. La genèse de ce projet en Alaska, elle part de l'année d'avant, où je rencontre Elias Miller-Yu. On est allé skier et découvrir des montagnes vierges au sud du Kyrgyzstan, de 5000 mètres. Puis en fait, Elias, au travers de nos tentes et des heures passées ensemble dans la tente, me parle de l'Alaska. Et il me dit, tu sais Aurel, l'Alaska, c'est le paradis du skieur de pente raide et du skieur du ciel, quoi. L'Alaska me faisait vraiment rêver. Je savais qu'il y avait les montagnes les plus grosses de la planète. J'avais déjà effectivement entendu parler du Denali, puisqu'il fait partie aussi des Seven Summits, les sommets les plus hauts de chaque continent. Et donc, c'est le sommet le plus haut d'Amérique du Nord. Il fait 6200 mètres. Et c'est accessoirement la plus haute montagne, la plus grosse montagne de la planète en termes de dénivellation. C'est-à-dire que quand tu es à sa base, tu es à 600 mètres et son sommet, il se trouve à 6002. Donc, il y a plus de 5000 mètres de face, c'est gigantesque. Et d'autant plus qu'en plus, c'est une montagne qui est quand même très au nord. Ce qui fait que par rapport à l'équateur, plus tu t'éloignes de l'équateur, plus l'oxygène se raréfie. Donc c'est aussi une montagne qui culmine à 6002, mais qu'on peut un petit peu comparer à un 7000 en Himalaya. Donc il y avait cette notion aussi qui est attirante, une sorte d'ivresse des sommets que tu veux aller chercher, que tu veux voir où sont tes limites, où est-ce que ton corps peut monter. Et derrière, il y a une équipe qui va se construire avec Elias Miller-Yu, un alpiniste très remarquable et remarqué. Il a un piolet d'or, c'est l'équivalent du ballon d'or en alpinisme. Alexandre Marchisso, il est guide de haute montagne. Il a nombreuses expéditions dans ses poches. C'est un poète des cimes. Et puis ensuite, il y avait Christophe Tricou. Lui, c'est plutôt un oiseau, puisqu'il est très très fort en parapente. Il fait du base jump, il fait de la wingsuit. Et en fait, l'idée farfelue, elle vient d'Alexandre Marchisso, qui lui avait déjà regardé ce massif, et en fait, au travers des cartes, avait imaginé une traversée, mais complètement débile, qui part du nord,
qui va jusqu'au sud. Ça te permet de traverser tout le massif du Denali. Ça représente 500 km. Et la carotte et le bonus, c'était la descente de ces deux grosses montagnes. Le Denali d'un côté et le mont Foraker, qui est la 3e plus haute montagne d'Amérique du Nord. Je pense que le projet lui-même faisait quand même assez peur, parce que c'est vraiment très long. Tu sais pas ce que tu vas trouver sur 50 jours, tu sais même pas qui tu es, tu sais que tu vas apprendre à savoir qui tu es, tu vas apprendre à découvrir d'autres gens. À ce moment-là, j'avais 26 ans. Je sais que j'avais envie de me plonger dans ce genre de voyage, mais je savais pas si j'étais réellement prêt. Et une phrase magnifique que mon père m'a dite, et aujourd'hui je m'en sers tous les jours, c'est le train ne s'arrête qu'une fois en gare, alors saute dedans. Et là, ni une ni deux, quand il m'a dit ça, je me suis dit tout de suite, ok, c'est peut-être potentiellement une des expériences les plus grandes de ma vie, peu importe ce que j'y trouve, je vais y aller. On va commencer par partir de Talkeetna, qui est le village point de départ pour aller vers le Denali. Et en fait, l'idée, elle est de commencer de la dernière route possible pour aller ensuite rentrer petit à petit, au jour le jour, dans le massif à proprement dit. On va au bout de cette route et d'un coup, on se retrouve seul, au milieu de l'Alaska, pas un bruit, énormément de neige. Le Denali est à 50 km, on l'aperçoit, il est gigantesque. Là, je me sens hyper heureux, hyper chanceux d'être là, reconnaissant et en même temps assez effrayé à l'idée de devoir parcourir toutes ces distances. Est-ce que j'en suis capable ? J'en ai envie, c'est sûr, j'en crève d'envie. Mais est-ce que mon corps, lui, va être capable aussi de tenir sur ces distances, de tirer cette luge dans cette neige profonde ? Et mon moral, comment il va tenir ? Est-ce que je vais m'effondrer ? Est-ce que je vais pleurer ? Est-ce que je vais être à ma place ? Est-ce que j'ai la force mentale de faire ça ? Et du coup, j'ai qu'une hâte, c'est d'accrocher ma luge à mon sac et de commencer à tirer ce fardeau qui, au fil du temps, j'espère, deviendra mon ami et nous permettra derrière d'aller réaliser des grands rêves. Ce premier jour, on met nos skis au pied et on avance avec des pots de phoque. C'est des pots qu'on colle sur la semelle de nos skis qui nous permettent d'avancer sur la neige, sur les revêtements enneigés, même quand il y a de la pente. On commence déjà à se rendre compte que tirer des luges de 115 kg dans une neige très très profonde, c'est une énorme galère. J'arrive pas à avancer, les luges sont très difficiles, elles nous tirent vraiment les épaules et les hanches. Et donc dans nos luges, on avait 50 kg de nourriture, on avait tout le matos pour le campement, avec les tentes. On avait aussi les kayaks, puisqu'à la fin du voyage, on va descendre en kayak les rivières d'Alaska pour rejoindre l'océan, puis Anchorage, la capitale d'Alaska. Donc on est parfois obligé, quand les pentes sont trop raides, on va retirer nos luges. On va faire une première trace à vide pour ensuite venir chercher la luge, pour pouvoir la tirer. Et là, les pas, ils sont très très lourds, très très lents. Pour faire 3 pas, il faut franchement 5, 6, même jusqu'à 10 secondes selon la pente. C'est très fastidieux, c'est très inconfortable. Dans la souffrance, il y a un réel plaisir. Malgré le froid, malgré la difficulté. Et en fait, moi, je suis là et j'ai conscience d'un coup, pleine conscience que je suis en train de tirer ma luge en Alaska avec 3 amis qui sont en train de devenir des frères au travers de cette aventure pour avancer jour après jour. Et on se laisse porter par la montagne, c'est elle qui décide. Nous, on est très humbles face à tout ça. Il n'y a pas d'histoire d'ego, il n'y a pas d'histoire de performance. À l'heure du Fast and Light, nous, on est très heureux avec notre Heavy and Slow, l'acceptation de cette petite société, cette micro-société qu'on se crée tous les 4, et du reste du monde qui disparaît petit à petit de nos esprits. Ce premier jour, il se passe, on avance très très peu vite. Peut-être qu'en 7 heures, on avance de 2 km. Et là, on se rend compte que bon, ça va être notre quotidien. On arrive au camp de base, et là, il faut mettre le camp en place. Et ça nous prend jusqu'à 2-3 heures de temps, puisque la neige est profonde. Et là, on va devoir venir taper la neige, tout aplatir, pour pouvoir faire un camp confortable, pour ensuite mettre la tente. Une tente, on n'en a qu'une, et on est tous les 4 dans cette tente. Et notre espace de vie, une fois que le campement est fait et qu'on rentre dans la tente, il se restreint seulement à ton corps, et il y a 5 cm de chaque côté qui t'appartiennent. Et le 6e centimètre, il est à celui d'à côté. Donc là, il y a un vrai respect à avoir, une acceptation aussi de l'inconfort. Et en même temps, il fait très froid. Il y a du vent. On a des températures le soir qui descendent jusqu'à -40. Donc, t'es emmitouflé dans ton duvet. Tout est fermé. Il y a juste ton nez et ta bouche qui sortent du duvet. Et tu discutes un petit peu. Tu mets de la musique. Et ça te permet aussi de t'évader, de quitter ce monde hostile et froid. Dès le lendemain,
On se réveille le matin avec beaucoup de neige sur le duvet, de la neige au plafond, du givre, de la glace. Et ça, c'est très très inconfortable. Il faut méticuleusement, tout doucement, ouvrir le duvet, essayer de ne pas mettre de la neige de partout, arriver à s'habiller sans mettre la jambe dehors ou sans mettre le bras dehors parce qu'il fait super froid. Ça prend des plombes, c'est interminable. Et une fois que tu es habillé, il faut avoir le courage d'ouvrir la tente et de sortir. Parce que ce froid dehors, il est mordant, il est horrible. Il te serre tout de suite le visage, la peau. Quand on ouvre cette tente, le deuxième jour, il y a un super manteau blanc, c'est hyper joli. Il y a des arbres un petit peu de partout. On n'est pas encore vraiment dans de la haute montagne, on est dans des plaines. Et ce second jour, on a un lac à traverser. Et ce lac, il fait 3-4 km de long. On le voit pas encore, on le devine. Et les lumières, elles sont juste fantastiques. On voit le Denali au fond. Il y a le soleil qui se lève à peine juste derrière. C'est vraiment majestueux et c'est comme une peinture que tu as au loin et t'as qu'une hâte, c'est de pouvoir en voir les détails. Cette journée commence. On met 2 heures, 3 heures à plier le campement. Pour l'instant, c'est encore un petit peu maladroit. Ça prend du temps à s'organiser. Une fois que tout ça est fait, ça y est, on commence à avancer et Elias part en premier. Il fait la trace. Et donc ça, c'est toujours un plaisir quand tu vas plutôt avoir tendance à suivre tes compagnons de cordée. C'est de pouvoir profiter de cette trace qui a été faite au préalable, sur laquelle il est assez agréable d'avancer, surtout quand les pentes sont douces. Presque l'impression de rien tirer, ou quelque chose de beaucoup plus léger. On n'est plus sur une luge de 115, mais sur une luge de peut-être 20-30 kilos. C'est quelque chose de très agréable. Et en fait, au milieu de ce lac, ça nous permet d'avoir un point de vue à 360 degrés, où on commence à voir un petit peu les obstacles aussi qui arrivent. C'est assez difficile d'imaginer l'ampleur et la dimension d'une rivière ou d'un secteur au travers d'une carte. Et en fait, de les avoir sous les yeux, de découvrir à l'instant T ce qui nous attend et ce qu'on a vu au travers des cartes les jours précédents, ou le matin, la veille, et ben c'est hyper impressionnant parce que les dimensions d'Alaska sont complètement irréelles. On sort de ces plaines et on rentre sur ces rivières. Et je découvre que les rivières font de 400 à 500 mètres de large. Le choix de partir au mois d'avril, il est important puisqu'il nous permet de traverser les énormes rivières qui descendent justement de ces montagnes gigantesques. Et on avait besoin forcément de ce froid pour que les rivières, elles, soient gelées pour pouvoir les traverser et évoluer dessus. Tu t'imagines traverser la glace, et là, ce serait un aller sans retour. Mais en même temps, il fait très froid. C'est sûr qu'il y a des mètres de glace sous nos pieds. Donc, tu te laisses dériver sur ces rivières gelées, qui sont à perte de vue, où on commence un petit peu à sentir qu'il y a de la vie autour de nous, qu'il y a des animaux, et on se laisse à l'instant penser que nous aussi, ça y est, on redevient des animaux tout doucement. Ça prend des heures et des heures, des jours, pour pouvoir remonter ces rivières et revenir à la base des glaciers, qui sont les sources de ces rivières. On compte à ce moment-là 3 à 4 jours pour pouvoir arriver au pied des montagnes, ou en tout cas d'arriver aux portes de la haute montagne, pour pouvoir ensuite rentrer dans une seconde phase, qui, elle, nous amènera au glacier. Le bilan des 4-5 premiers jours au travers des plaines et des rivières, il est que vraiment cette acceptation du temps qui passe vite et des distances qui, elles, restent très importantes, où il faut accepter de ne pas avancer. Mais au jour le jour, on voit qu'on avance. Donc en fait, moralement, c'est déjà quelque chose de très très agréable. Et puis, tous les quatre, on est bien ensemble. On se fait confiance les uns les autres. Et petit à petit, justement, il y a quelque chose qui se met en place, c'est qu'on a de moins en moins besoin de se parler. On a de moins en moins besoin d'échanger. Et on est bien chacun dans notre monde, dans notre bulle, à avancer, à regarder ce qui se passe autour, à s'imaginer les jours d'après. Mais en fait, plus on va se rapprocher des montagnes, et plus le terrain devient compliqué. Donc, on avance, et au 5 ou 6e jour, on va doucement arriver au pied des montagnes. Et là, là, ça commence à devenir très compliqué parce qu'il commence à y avoir donc, ce qu'on appelle des moraines. Les moraines, c'est ce qui reste des glaciers d'antan, quoi. La glace a fondu et la glace laisse place à des monticules de rochers et de terre
jusqu'à 10, 15, 20 mètres. Et en fait, il faut franchir ces monticules-là. Et du coup, on se retrouve à tirer une luge à plusieurs. Si c'est trop complexe, si c'est trop lourd, eh ben on va accepter de vider les luges pour faire différents allers-retours. Parce que c'est juste impossible de tirer ces luges parfois dans des pentes trop raides. Et doucement, on s'approche des glaciers qui, eux, sont gigantesques à nouveau, avec des crevasses qu'on devine infranchissables, des monticules de glace, des séracs suspendus, avec au fond la face nord du Denali qui commence vraiment à se montrer à nous, qui est gigantesque, à l'ombre, très très effrayante, avec un historique magnifique et des itinéraires qui feraient vraiment frissonner les plus grands alpinistes et les plus grands skieurs de pentraide. On est heureux de rentrer dans cette haute montagne, s'approcher du Denali. Et là, on va doucement aussi arriver aux icefalls. Les icefalls, c'est des chutes de glace qui sont infranchissables. C'est à cet instant-là qu'on arrive et qu'on voit que l'icefall fait 300-400 mètres de dénivelé de haut. Donc c'est gigantesque. C'est vraiment un dédale et un labyrinthe de glace et de tout ça qui s'effondre, qui tombe vers le bas. Donc c'est évidemment dangereux. Et nous, on ne veut pas passer par là. Donc là, on aperçoit sur la droite un couloir qui donne sur un petit col. On arrive au pied de ce couloir. Et là, du coup, on se dit, bon, bah les gars, comment on fait ? Comment on peut s'y prendre ? Et du coup, nous vient l'idée de s'accrocher les uns aux autres pour pouvoir tirer une luge. On est tous les 4, la luge est en dernière. Et là, pas après pas, en faisant des décomptes, on avance. Mais pour faire 150 mètres, on met 35 minutes, 40 minutes. Et ce qui est terrible, c'est que celui qui est au plus près de la luge, c'est celui qui tire tout le poids de la luge. Et en fait, si c'est pas une danse très précise et très rythmée, eh ben c'est lui qui va ramasser tout le poids de la luge sur le dos, sur les épaules. Et celui qui est en premier sur la trace, lui, ne sent quasiment rien. Donc il faut arriver, au fil de ces montées, à vraiment se rythmer pour arriver à tirer petit à petit ces luges vers le haut. Donc on fait comme ça, péniblement. Nos 4 luges, ça nous prend peut-être 3h30, 4 heures. Et puis ensuite, il y a cette seconde pente qui nous amènera au col final, qui fait encore 150 mètres. Et là, c'est déversant, c'est exposé. À gauche, si on chute, potentiellement, c'est pas bon en tout cas. On n'a pas envie de chuter. Et en plus de ça, la météo commence à devenir complexe. Le vent d'Alaska et les froids commencent à pointer le bout de leur nez. Et on se rend compte que là, ça y est, on est rentré dans la haute montagne. Après, c'est peut-être 8 heures d'acharnement et de tirage et de portage. On arrive sur un plateau où on devine le glacier qui est plat, qui lui va ensuite donner accès à un autre col qui lui cette fois est glaciaire, avec une vraie ambiance alpine, très très froide, très très austère, très très glaciaire. Et du coup on se pose ici, on a fait à peine 1 kilomètre ce jour-là. Le soir on fait un campement où on va se faire plaisir, on va se faire double ration de nourriture parce qu'on a faim, parce qu'on a vraiment posé de l'énergie et on va très rapidement et impatiemment s'endormir. Au travers de cette idée d'itinérance et d'avancer, la force elle se trouve dans l'idée des jours qui vont venir, dans l'idée des bonus, des cadeaux qui vont se présenter à nous. On a le Denali au-dessus de nos têtes. On commence à apercevoir tout doucement le sommet. Effectivement, c'est très compliqué. Physiquement, c'est dur. Mais il y a quelque chose qui devient assez naturel. Il y a une habitude qui se met en place. La douleur devient ton quotidien. Et en fait, le cerveau humain, il est hyper impressionnant parce qu'il va s'habituer à des situations qui peuvent être extrêmes, au travers du froid, du vent, de l'hiver. Et ce qui est assez intéressant, c'est que plus c'est dur, plus c'est venté, et plus c'est plaisant d'être là. Quand tu es dans une tempête à 100 km/h de vent, que tu vois à peine ton compagnon devant à une vingtaine de mètres, qui est emmitouflé dans sa doudoune, dans son bonnet, qui a vraiment le visage totalement couvert pour se protéger du froid, et que toi derrière tu tires ta luge, et il y a une vraie satisfaction et un vrai sentiment de travail fait, et d'avancement et de combativité, et ça fait vraiment du bien au moral. Après l'Icefall, on arrive au pied du Kait Napas. On est autour du 11e jour.
Et là, on a face à nous un mur de glace qui nous attend et une vraie problématique, puisque le Kait Napas, il est vraiment surplombé d'énormes séracs. Il y a trop de chances de prendre un énorme bout de glace sur la tronche. Et ça nous inspire pas du tout de passer par ici, donc il va falloir trouver une autre option. Et pour ça implique d'aller se balader un petit peu plus loin pour essayer de trouver un passage. Et du coup, finalement, on va passer par le Mont Caps. Et le Mont Caps, c'est une énorme calotte de glace. Et l'itinéraire qu'on imagine pour monter au Mont Caps, il est parsemé d'énormes crevasses. Là, ça fait 600 mètres. Et une fois de plus, on a cette problématique d'éluge à tirer. Et donc là, ça implique de faire plusieurs portages. Et on fait des allers-retours. Donc ça va nous prendre potentiellement 2 jours pour devoir arriver au sommet de ce Mont Caps pour pouvoir ensuite basculer vers la voie normale du Denali. Le premier jour, on est au courant qu'au travers de notre météorologue qui est à Chamonix, que le lendemain, le très mauvais temps arrive. Et ce mauvais temps devrait durer jusqu'à 4 jours. Donc là, on n'a pas d'autre solution que de forcer le passage le lendemain, parce qu'on ne peut pas rester de ce côté-là de la montagne. Si on laisse passer 4 jours de mauvais temps, on va se retrouver complètement coincé. Il faut avancer, on n'a pas d'autre solution. On est dos au mur. Donc on passe une nuit plutôt agréable, jusqu'à 2-3 heures du matin. Et là, le vent se met en place. C'est impossible de dormir, puisque la tente fait un bruit assourdissant. Ça claque dans tous les sens. Le froid est présent de plus en plus. Et la pression de cette météo qui se dégrade est quand même palpable. Et puis finalement, le matin se présente, le vent est très très fort. On voit que toute la montagne est coiffée d'un énorme nuage qui est créé par le vent. Donc ce qui implique des vents à peut-être même plus de 120 km/h. Quelque chose de très très fort. Et du coup, on fait ce dernier aller-retour. On est emmitouflé dans toutes nos couches. À peine le nez apparent, c'est tout ce qui sort. On a la tête baissée et on avance avec très peu de plaisir. On va retrouver notre barda qui est au sommet, qui est au col. Et là, il va falloir reconstruire nos luges une par une. Individuellement, on reste dans notre bulle, concentré. On essaie d'être efficace. On est sur des vents à 120 km/h, un ressenti de froid de moins 40. C'est très très insupportable. Et par contre, la vraie interrogation, elle est de redescendre derrière, puisqu'on est à un col. Ça implique qu'il y a encore peut-être 400 mètres de dénivelé à descendre cette fois-ci. On sait que notre salut, il est sur le glacier en bas. On a plus ou moins pris l'information la veille que ça a l'air d'être un gros chantier. Quelque chose d'assez effrayant puisqu'il y a beaucoup de crevasses. On les devine et on voit que la neige est très très dure. On ne peut pas descendre à ski et nos luges, une fois de plus, là, doivent faire peut-être 110 kilos. On n'a pas d'autre solution que de mettre en place un ancrage dans la neige qui va nous permettre plus tard de descendre les luges une par une à l'aide de la corde. Impossible à la main de pouvoir les retenir dans ces pentes, c'est trop dangereux. On fait partir une première luge avec Alexandre Marchesso. On le voit petit à petit disparaître. Et puis, peut-être qu'à 80 mètres de distance, on le voit disparaître. En fait, on voit la tension dans la corde, ce qui implique très rapidement, et on le comprend, Alexandre vient de tomber dans une crevasse. On est incapable de pouvoir discuter avec lui, on est incapable de savoir où est-ce qu'il se situe, s'il est accroché, pas accroché, quelle est la profondeur de la crevasse. Et puis très rapidement, on voit Alex, sa tête sortir, les moustaches gelées, le bonnet plein de neige, et il crie « Crevasse, crevasse !» Finalement, il va rester dans cette crevasse qui était très peu profonde, il a juste cassé le pont neige. Les crevasses, en fait, elles sont cachées par la neige et le vent qui arrive et qui fait des accumulations de neige, mais ça fait des très fines couches, des ponts très très fins qui peuvent céder sous le poids d'un homme. On fait descendre une seconde luge, elle seule, qui arrivera tant bien que mal jusqu'à Alexandre et sa crevasse. Alex récupère la luge, on a froid, on est cuit, ça commence à faire 2 heures et demie qu'on est sur ce col à se faire bastonner dans le vent, qui est très insupportable. Le vent dans la capuche quand il rentre et qui vient vraiment taper contre les oreilles, au bout d'un moment c'est insupportable, c'est un supplice. On fait l'erreur de s'impatienter et on décide de faire partir 2 luges, les 2 dernières luges ensemble. Ce qui implique de les accrocher un petit peu en flèche. Chacune va partir de son côté. Et en fait, naturellement, quand on fait partir ces 2 luges ensemble, elles s'éloignent l'une de l'autre. Elles vont venir se retourner. Ce qui fait que c'est juste pas possible de laisser partir la luge de cette façon-là. Elle risque de s'ouvrir et puis surtout, ça va partir dans tous les sens. Ce sera incontrôlable.
Donc là, je décide de descendre avec ces luges, à pied. Je pars, je prends une luge dans chaque main. Et j'essaye, tant bien que mal, avec mes crampons aux pieds, puisque la neige est trop dure, j'essaye de m'accrocher à cette pente qui oscille entre 40 et 45 degrés, c'est assez raide. Et en fait, d'essayer de maintenir 2 luges de 110 kg à bout de bras, dans chaque main, c'est juste impossible. Elle continue de se retourner. Je m'énerve. Je vois que ça marche pas. Elias voit tout de suite que ça fonctionne pas et que j'ai besoin d'aide. Elias me rejoint. Et Christophe Tricou reste en haut pour gérer justement la descente de corde. On prend chacun une luge dans chaque main. On descend, tant bien que mal, on continue, on descend, on se rapproche d'Alexandre. Et là, on entend Alex qui essaie de nous marmonner quelque chose. Il crie, mais on n'entend pas, on entend mal, on n'arrive pas à discerner réellement quel est son message. On continue de descendre avec Elias. Et une luge se retourne, c'est la mienne. Je retourne ma luge. Et quand je la dépose très légèrement sur le sol, il y a toute la montagne qui, sous nos pieds, gronde. Il y a un pont de neige qui cède sous nos pieds à Elias et moi. Je vois Elias disparaître et moi j'ai cette sensation de chute vers le bas. J'ai conscience de ce qui est en train d'arriver. On est en train de tomber dans une crevasse. J'ai le dos qui se présente en premier à la chute. En me voyant chuter, je vois la lumière presque qui petit à petit va disparaître. Je vois le ciel et finalement un petit peu l'image de la vie qui s'éloigne. J'ai aucune idée de la profondeur de la crevasse. Je ne sais pas si je vais faire 3 mètres, 6 mètres, 10 mètres, 20 mètres, 40 mètres. Je m'en veux. J'ai cette conscience qu'on est en train de tomber dans une crevasse au beau milieu de l'Alaska. Et en fait, d'un coup, tout s'arrête. C'est très calme. On n'a plus ce bruit du vent insupportable dans la capuche. Tout de suite, j'ai cette conscience que la chute vient de s'arrêter. Et là, tout de suite, j'essaie de chercher Elias. Je suis allongé, je me relève, je m'assois et je vois Elias au loin, à 4-5 mètres, entouré d'énormes blocs de neige. La chute a l'air de faire entre 7 et 8 mètres. Le pont de neige a cédé sur 20-25 mètres de long. Et en largeur, on est sur une largeur de 5 à 6 mètres de large. Donc c'est quelque chose d'assez gros, avec des volumes de neige autour de nous qui sont quand même hyper importants. Les blocs de neige autour de nous font la taille d'un rocher de 500 tonnes, quelque chose d'énorme. C'est vraiment un truc de fou parce que quand je regarde mes pieds, j'ai un bloc, je me retourne, j'ai un bloc derrière moi, sur les côtés. Elias, c'est pareil, il est au milieu de ces blocs-là. J'ai vraiment pleinement conscience de ce qui se passe. Je m'en veux, il y a de la peur. Je suis très très heureux d'être encore conscient, très très heureux de me rendre compte que j'ai mal nulle part et qu'Elias surtout est en face de moi et en bonne santé. Derrière Elias, je vois que c'est sombre. Et ce qui implique, quand c'est sombre comme ça, c'est que tout simplement, on est sur un pont de neige, on n'est pas au fond de la crevasse. Et ce qui implique que derrière, le trou est encore plus profond, encore plus sombre. Et j'ai vraiment cette image. C'était pour moi une crevasse de dessin animé ou en tout cas de récit d'enfant. On dirait une gueule de requin avec de la glace suspendue un petit peu de partout. C'est très très austère, c'est très sombre, c'est très froid. L'humain n'a rien à faire ici, c'est une évidence. Très rapidement, Elias se relève et là il est fou. Il est fou de colère. Il crie, il insulte tout le monde. Il insulte toute la planète. Parce que il a aussi, lui, pris conscience qu'on a dépassé cette ligne rouge, qu'on a eu très très chaud, qu'on a fait des erreurs, qu'on a été trop impatient et que ça a failli nous coûter la vie. Et moi, je suis assez émotif à ce moment-là. Je me mets accroupi, je me mets la tête dans les mains et je verse quelques larmes. J'ai conscience réellement que là, c'était très très compliqué, qu'on a failli... ça aurait pu se passer d'une façon différente en tout cas. Et je pense à ma famille qui... en France, est en train de faire toute autre chose, peut-être qu'ils dorment. Et moi, j'aurais pu disparaître à cet instant. Moi, il y a quelque chose de très très brutal, de très très violent, qui en fait te ramène à quelque chose de très très humain, de très humble. Et on n'est rien face à la nature, on n'est rien face à la montagne. Et puis par la suite, les luges, elles sont suspendues à la lèvre supérieure. À la corde, donc il va falloir accepter de les faire descendre et de passer du temps dans cette crevasse. Donc on met des broches à glace
sur les côtés de la crevasse pour se mettre en sécurité, puisqu'on est sur un pont de neige à nouveau. Et le seul moyen de faire sortir ces luges de la crevasse, c'est de les vider puisqu'elles sont trop lourdes. Donc, on va devoir passer 1h30, peut-être 2 heures, à vider ces 2 luges et faire sortir petit à petit le matériel qu'il y a dedans pour pouvoir les reconstruire à nouveau, les repaquer à l'extérieur de la crevasse, en escaladant de bloc en bloc, de pouvoir sortir de cette crevasse assez sereinement, tout en s'assurant, puisqu'on est toujours accroché à des broches à glace ou assuré par Alexandre et Christophe. On sort de cette crevasse après 1h30 ou 2 heures de temps, enfin, de ce piège de glace. Et il y a encore 150 mètres de dénivelé à faire. Ça implique aussi tout de suite passer à autre chose, on en discutera plus tard. On est toujours dans la même pente, ce qui implique qu'il y a toujours des crevasses en dessous de nous. Et tant bien que mal, en prenant le temps, en essayant de déchiffrer la montagne, en faisant abstraction de ce qui vient de se passer, on va descendre en essayant d'être en plus sécurité possible, en prenant soin les uns des autres, en regardant au millimètre près ce que fait l'ouvreur de la pente, celui qui va partir en premier, puis essayer de passer précisément sur sa trace, prendre les informations. Et puis c'est comme ça que, peut-être 2 heures plus tard, on a la chance de se retrouver enfin sur le glacier du Denali et de cette voie normale, notre salut. Après l'épisode de la crevasse, ça a été quelque chose d'assez lourd puisqu'on a eu 4 jours de mauvais temps, cloîtrés dans la tente, avec des vents toujours terribles à l'extérieur où on pouvait à peine sortir. Aller aux toilettes, c'était vraiment une mission mais horrible et abominable. On essayait de rester le moins longtemps possible à l'extérieur. Et en fait, pendant ces 4 jours, bien évidemment, on a eu le temps d'échanger, on a eu le temps chacun de réfléchir dans notre coin. À un moment donné, on échange et on se dit, mais là, rendez-vous compte quand même que si ça avait voulu se passer très très mal, qu'on a eu potentiellement la chance de sortir le corps d'un de nous 4, et ben potentiellement, il serait à l'extérieur de la tente, à attendre que ces 4 jours passent pour qu'on puisse ensuite l'amener au camp de base du Denali, là où des avions viennent de temps en temps, ou encore que potentiellement il y aurait un de nous 2 qui serait encore là-haut dans la crevasse et qui serait peut-être resté. Ça nous a tous mis vraiment une vraie claque. C'est un vrai point que tu fais seul. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'ai envie d'être là? Pourquoi je suis là? Pourquoi j'aime la montagne? Quel est le sens de tout ça? Les réponses reviennent très rapidement et c'est juste que c'est quelque chose de viscéral et c'est notre vie. C'est ce qu'on aime et il y a une acceptation de tous ces risques et de l'élément. Ça fait partie de la montagne. Et sur 50 jours, bien évidemment, qu'il va falloir s'attendre à avoir encore d'autres expériences de ce genre-là. 4 jours après ce mauvais temps, on va se diriger tout doucement vers le Denali. On arrive au camp de base et on met tout en place. On fait une cache où, dans cette cache, en fait, on vient creuser dans la neige pour mettre tout notre barda. Et on conserve avec nous que ce dont on va avoir besoin pour l'ascension du Denali. Donc ce qui implique 5 à 6 jours de vivre et tout notre matériel d'alpinisme et notre matériel de ski. Le Denali, il y a 4 camps pour arriver au sommet. Camp 1, camp 2, camp 3, camp 4, avec des altitudes différentes. Le dernier camp, le camp 4, se situe à 5200 mètres, soit 1000 mètres sous le sommet. Et donc là, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que pour aller à 6002, on va avoir besoin de s'acclimater. S'acclimater, c'est quoi? C'est ce qui nous permet de créer des globules pour pouvoir s'adapter au manque d'oxygène en altitude. Et l'acclimatation, elle implique d'être patient à nouveau. Ça se fait entre 4 et 6 jours. Et là, on va essayer d'être assez rapide, puisque les créneaux météo ne sont pas... il n'y en a pas des tonnes cette année. Il fait très très mauvais. Du coup, on va essayer d'être assez efficace. On monte en 2 jours au camp 3, où là, déjà, en termes d'altitude, on est peut-être à 4900. On commence l'ascension et on commence doucement à s'élever. Et le fait d'être au camp 3, ici, tous les 4, il n'y a personne. La saison n'a pas encore commencé. Le Denali, en haute saison, il y a 300 à 400 tentes qui se trouvent au camp 3. Et nous, on est 2 ou 3 tentes à peine, même pas. Et il y a les rangers qui arrivent pour mettre en place la saison. Donc on a aussi cette chance de vivre le Denali isolé et seul, dans des conditions hivernales, avec un ciel magnifique, et toujours ces vents qui sont là et qui viennent frapper les montagnes autour de nous. Mais du coup, petit à petit, on va accepter de monter doucement, après avoir accepté de passer 2 jours à 4800, 4900 mètres. On va monter à ce camp 4, 5200 mètres,
où là-haut, on décidera de passer une nuit. Puis ensuite, l'objectif sera d'aller au sommet, enfin. Et donc du coup, à ces altitudes, c'est assez impressionnant et fort parce que tu vois passer des avions de ligne à certaines distances, mais qui sont à la même hauteur que nous. On a l'impression d'être des cosmonautes, on a l'impression d'être sur un nuage. On est vraiment en train de camper et de grimper un nuage. Et ces deux montagnes, elles sortent vraiment du lot. Elles sont vraiment beaucoup plus grosses que tout ce qui se trouve en bas et tout ce qui se trouve dans ce secteur et dans ce massif. Du coup, il y a une vraie sensation de grimper dans le ciel, de s'élever vers l'espace et c'est hyper puissant. Le jour de l'ascension, Elias a été devant. Il a vraiment mené l'ascension. C'est une voie normale. Par contre, il y a l'altitude. Donc moi, je suis déjà dans un état un petit peu de défonce avancée avec l'altitude, quelque chose de très fort, avec des maux de tête, doucement des nausées qui se mettent en place et une fatigue très importante. Je fais 2 à 3 pas et j'ai besoin de poser un genou à terre. J'ai besoin de souffler, j'ai besoin de reprendre mon souffle. Et du coup, après, je repars. Je me bats contre mes pensées, je me bats contre les douleurs qui sont importantes. Et je me relève et je regarde Elias devant moi, Alexandre, et je me remets en marche. Moi, je suis un peu à l'envers là. Et Christophe aussi, la veille, avait été malade. Mais du coup, voilà, on sait que ce sont des symptômes classiques et normaux de l'altitude. Et tant que ça va, tant que j'arrive à réfléchir, j'avance. Avec de la patience et beaucoup de persévérance. J'arrive sur cet arrêt de sommital du Denali. Elias, il est au loin, devant, il est arrivé il y a une quinzaine de minutes au sommet. Je vois Alexandre, qui est en train de marcher sur l'arête, qui arrive tout près d'Elias. Et là, je prends conscience à 200% que on va arriver au sommet, tous les 4, on va le faire. Et j'arrive au sommet, et je m'effondre, je me mets à genoux, je souffle, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de respirer. Je suis vraiment comme un poisson qu'on a sorti d'un aquarium. Et c'est vraiment difficile, malgré l'effort et les méfaits de l'altitude. Mais ça reste un endroit de la planète qui est très unique, qui est magnifique, avec une bouffée d'amour, de partage et de chance aussi. Et donc petit à petit, au bout de 5 minutes, j'arrive tout doucement à me reposer, à me recentrer sur moi-même. Et j'ouvre grand les yeux et je vois ces étendues juste magnifiques et insensées, avec le fort à cœur au loin. Tout l'accès qu'on a eu depuis le nord, au travers des rivières, qui est à 50 km, c'est très loin. Et surtout, on commence à deviner la fin du voyage au travers des prochaines moraines, des prochains glaciers, puis des rivières. On voit ces rivières qui s'enfoncent dans des plaines à des centaines de kilomètres. Et on devine à peine au loin, on essaie de s'imaginer l'océan qui nous attend, quelques 250 km plus loin. Le fait d'être là, dans le ciel d'Alaska, voir aussi ce qu'on a parcouru, voir ce qu'il nous reste à parcourir, c'est très fort. Une fois de plus, c'est quelque chose qui va nous élever et qui va nous apprendre à savourer l'instant T. Donc c'est très impressionnant et c'est très émouvant. Mais malgré tout, ce qui va vraiment me faire du bien, et c'est incroyable, c'est qu'au moment où je chausse mes skis, enfin j'arrive à respirer, enfin je suis à ma place, et enfin l'altitude n'a plus d'effet sur mon corps et sur mon moral. Et c'est comme ça que petit à petit, on descend tous les 4, ce premier mur de 200 mètres, qui est en très bonne neige, poudreuse, neige froide, c'est super. On crie, on rigole, on sourit. Et on arrive au bout de ce long plateau. Et là, il y a quand même un vrai tas de fatigue. On décide de s'arrêter un petit peu. On va s'arrêter une demi-heure. On va faire de l'eau parce qu'on n'a plus d'eau. On a faim, on a soif. Donc on recharge les batteries. Et je vais même me permettre de faire une sieste de 25, 20 minutes qui va vraiment me faire du bien. Et puis après tout ça, une fois qu'on s'est refait la santé, c'est le moment de plonger et de rentrer dans ce grand couloir, l'Orient Express. On avait la volonté d'ouvrir un nouvel itinéraire sur le Denali. Là, cette année, on est un petit peu tôt, mais du coup, ça implique que les montagnes en altitude, elles sont battues par les vents. La neige est très dure, voire glacée, donc ça implique tout simplement de renoncer à cette ouverture ou à cette envie d'aller sur un autre versant. On va partir sur une autre descente, sur un couloir qui est gigantesque, qui est le plus gros que j'ai jamais vu, qui s'appelle l'Orient Express. C'est un couloir de 2000 mètres de dénivelé, une inclinaison moyenne de 45 degrés de pente, et qui donne, lui, face à ce mont Fort-à-Cœur. On est tous très heureux d'être là, et enfin de réaliser
ce premier rêve qu'on voit depuis une vingtaine de jours maintenant. Et on est en train de le réaliser. Donc on plonge doucement dans ce Orient Express. Je rentre en premier. La neige étant complexe, j'essaie de déchiffrer un petit peu la neige, de déchiffrer le passage, d'essayer d'être le plus malin possible pour faciliter la tâche à tout le monde et de descendre en sécurité. C'est un couloir très large. Donc il fait 2000 mètres de haut en dénivelé, mais il fait jusqu'à 150 mètres de large. C'est un énorme toboggan qui plonge vers le bas, assez vertigineux, où on devine peut-être 4000 mètres plus bas, les glaciers en bas avec le camp de base, là où on est passé. Et c'est assez irréel d'être là après tant d'efforts, tant de difficultés. Vu que la neige est complexe, on a vraiment besoin de lire le terrain avant de décider et de s'engager dans un passage ou un autre. On arrive à profiter de cette chance qu'on a d'être ici et de descendre du ciel. Quand ça fait 20 jours que tu tires ton fardeau de 110 kilos et qu'enfin t'es libre avec tes skis aux pieds et que tu glisses sur la plus grosse montagne d'Amérique du Nord, c'est inestimable. Moi, le rapport au plaisir, et c'est vrai à ces heures de souffrance, ces jours de souffrance et ces semaines même de souffrance face à une descente qui dure 2h30, 3 heures, et ben pour moi c'est quelque chose qui a énormément de valeur. Parce que c'est ce qui permet de vivre à 1500% l'instant T. Ce rêve que tu as imaginé pendant des semaines, voire des mois et des années, et en fait de pouvoir se tenir enfin ici, dans ce rêve éveillé, de réaliser quelque chose qui était très très profond, très ancré, très viscéral. Peu importe le temps que ça dure, d'être juste simplement là, pour ces quelques virages que tu as imaginés, et ben c'est inestimable. Et pour moi, plus c'est dur, plus c'est long, et en fait, plus l'expérience va être magnifique, et plus l'expérience va être rarissime et unique. C'est des bijoux, et c'est quelque chose qui n'existe pas au quotidien. Donc au travers de ces énormes difficultés et toutes ces embûches, et ben le fait de pouvoir partager ça avec des amis, sur une montagne magnifique, avec une lumière qui est dingue et une perspective folle, c'est une chance inouïe. Donc bien évidemment que ces courts instants sont les plus importants de mon existence. En face de nous, on a la vue du Mont Foraker, qui est l'objectif suivant, qui est gigantesque, qui est encore plus engagé que le Denali, puisqu'il n'y a jamais personne ou très très peu de personnes qui vont dessus, encore moins à ski. On profite de cet instant tout en se laissant rêver de la suite et des prochains jours et des prochaines semaines qui nous attendent. En bas de cette descente, j'ai les larmes qui me viennent aux yeux. Et en fait, d'avoir la chance de réaliser ces rêves avec des gens avec qui on partage beaucoup d'amour et beaucoup de moments forts, et ben effectivement, c'est quelque chose que je vais rechercher, c'est ce que j'aime le plus. Le fait d'avoir une chance unique, d'apercevoir et de regarder des montagnes, des sommets, des couleurs, d'avoir la chance de vivre ça dans sa vie, c'est quelque chose qui effectivement, j'essaie d'y prêter attention tous les jours, j'essaie de me rendre compte de la chance que j'ai. Et dès que j'ai l'occasion de me laisser partir et de laisser les émotions monter, je le fais avec grand plaisir. Ce voyage, il a changé ma vie, en fait. Il a complètement changé ma perception de la vie, la perception des émotions. Ce que j'aime bien imaginer, c'est que je suis parti avec une trousse d'émotions et je suis revenu avec un sac de voyage de 90 litres. Et du coup, après, quand même, ça m'a appris aussi à ne pas comparer et à toujours rester enfantin dans mes rêves, dans mes envies, et d'essayer de profiter de chaque jour et de chaque instant, peu importe la difficulté ou non de l'itinéraire, de la descente ou de la sortie en montagne, et de trouver dans chaque petit instant un moment de plaisir, un moment de bonheur. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. Il y a aussi des moments qui sont difficiles, qui sont pas marrants. Accepter sa tristesse, accepter sa colère, c'est vraiment ça que m'a appris l'Alaska. Et du coup, jusqu'à 6 mois après le retour du voyage, j'étais complètement perdu. Parce qu'en fait, j'avais qu'une envie, c'était d'être replongé dans cet univers sauvage, de glace, de froid et de nature, quoi, tout simplement. On était à notre place d'animaux et c'était juste fantastique. Après le Denali, Aurélien et ses compagnons ont enchaîné avec l'ascension du Mont Foraker. Ils ont ensuite traversé les vastes étendues sauvages d'Alaska avant de remonter les rivières en canoë jusqu'à atteindre l'océan. Cette expédition est racontée dans le film Les Jours sauvages.
qui retrace cette traversée en autonomie à travers l'Alaska. Un récit d'aventure où l'effort, l'amitié et la beauté brute composent une immersion rare au cœur du Grand Nord. Merci à Aurélien de nous avoir partagé ce récit. Les Baladeurs est un podcast du média Les Others. Cet épisode a été réalisé par Thomas Fir, accompagné par Inès Cochard. Le récit a été présenté par Clément Saccard. La musique est composée par Nicolas Deferrand. Chloé Vibo s'est assurée du montage et Antoine Martin du studio Crispy Records du mixage. À bientôt.